Éco-Sahel. Rétrospective. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre édition économique, l'émission qui décortique pour vous l'économie africaine. L'Afrique, berceau de l'humanité, est également une terre de vaste potentialité industrielle. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une croissance remarquable de l'industrie africaine avec des pays qui se positionnent de plus en plus comme des acteurs majeurs sur la scène mondiale. L'Afrique pourra-t-elle se transformer en une puissance industrielle? La question est désormais ouverte et pour répondre à cette question et à d'autres questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Éco-Sahel notre expert et notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Bonjour Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Et notre chroniqueur, le chroniqueur de Afrique FM, Abdelmoumen Osman. Bonjour Abdelmoumen Osman. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi, avec cette première question. Pour nos chers auditeurs qui nous écoutent, quels sont les principaux secteurs industriels en Afrique et comment ont-ils évolué au fil du temps? Bonjour à tous nos amis africains. Je voudrais juste commencer par dire que la part de l'industrie dans les produits intérieurs bruts des pays africains est relativement faible comparée par la place qu'occupe l'industrie dans l'économie des autres pays, notamment les pays développés. Les pays africains ont leurs produits intérieurs bruts constitués principalement des industries extractives et des énergies, principalement. Et de l'autre côté, pour un bon nombre de pays africains, c'est l'agriculture et les services qui occupent la place la plus prépondérante. Donc l'industrie est faiblement présente dans le produit intérieur brut. Mais y a-t-il une transformation? Est-ce que les choses évoluent? Les choses évoluent, bon, ce n'est pas d'une manière cohérente. Pour certains pays, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, donc quelques pays, donc, le Nigeria, oui. Le Nigeria et l'Algérie, la situation est particulière, donc avec une primauté de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie pétrochimique et des industries extractives principalement. Donc les économies africaines sont principalement constituées par rapport à la rente, 2 par rapport au secteur de l'agriculture et 3 par rapport aux services. Ce qui nous ramène à dire que l'objectif, les orientations prochaines devraient être fixées vers la construction d'une base industrielle dans les différents segments où les pays disposent d'avantages comparatifs. Abdelmoumen Osman, Mahfoud Kaoubi vient nous dire que l'industrie est faiblement présente en Afrique, alors qu'on sait que on a assisté à une croissance remarquable, même si qu'elle est un peu faible, de l'industrie africaine. Alors, quels sont les défis auxquels l'industrie africaine est confrontée aujourd'hui et comment peuvent-ils être surmontés, ces défis? L'industrie africaine est une industrie qui vient de naître, c'est-à-dire elle était dirigée par les Occidentaux, c'est-à-dire en Algérie. Maintenant, l'industrie est complètement nationalisée, c'est-à-dire c'est les Algériens qui travaillent, oui, l'industrie. Oui. Et aussi, on avait parlé d'un manque de financement, c'est-à-dire dans leur industrie. D'accord, donc selon vous, l'industrie africaine était chapeautée auparavant par la colonisation, par les colonisateurs, parce qu'il faut le dire, l'Afrique, le continent a été colonisé. Aujourd'hui, l'Afrique l'Afrique est un continent souverain, donc ces industries sont redevenues africaines à 100%. Exactement. Donc la nationalisation de ces industries a causé un petit choc. D'accord, donc je reviens vers vous, Mahfoud Kaoubi, en parlant des défis auxquels l'industrie africaine est confrontée. Tout d'abord, quels sont ces défis d'aujourd'hui et confronter l'industrie africaine? Le premier défi, c'est de s'inscrire dans la chaîne de valeur à l'international, car l'industrie n'est pas une fin en soi. L'industrie a pour objectif de produire des biens qui doivent répondre aux besoins de consommateurs et de marchés, que ce soit de marché intérieur, que ce soit de marché
à l'extérieur. Et dans tout cela, donc, c'est une question de compétitivité qui est à la base de tous ces processus. Cette question de compétitivité pose des questions importantes et fondamentales par rapport au choix. Quelle industrie, quel secteur d'activité et quelle connexion faire avec dans le domaine du partenariat. Il est inconcevable, il est impossible de concevoir une industrie dans le continent africain sans que des connexions soient faites avec ce qui se passe au niveau mondial. Donc le partenariat. Donc en s'isolant, on ne peut pas faire une industrie, on ne peut pas monter une industrie. On est dans un monde qui est globalisé par rapport au processus et de logique de marché. Donc les avancées que le monde a connues dans le domaine de l'industrie d'une manière générale, que ce soit dans l'amont de l'industrie, que ce soit dans l'aval de l'industrie. Donc, il y a une situation, une accumulation qui a fait que des pays dominent le monde dans le domaine de l'industrie. Des pays sont différents, ça on le sait. Voilà. Maintenant, comment faire pour transformer et avoir des positions? Il faut investir. Donc, l'investissement pose deux grands problèmes. Un, les choix, les bons choix, investir dans quel segment d'activité. Pour un bon nombre de pays africains, l'idéal serait de partir dans l'industrie agroalimentaire. Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est que les pays qui sont principalement des pays producteurs de matières premières dans le domaine de l'agriculture ne font qu'exporter de leur matière première qui est transformée. Donc on a toujours ce problème de transformation. On va prendre un exemple concret. Le cacao, produit en Côte d'Ivoire. Et en Guinée aussi. Et en Guinée, est transformé dans les pays occidentaux. Donc on part jusqu'à la Suisse, jusqu'en France, dans d'autres pays pour qu'il soit transformé et pour revenir sous forme de chocolat. Racheté avec un prix assez élevé. Alors que la possibilité de construire de l'industrie de transformation, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays africains, est beaucoup plus facile. Éco-Sahel. Rétrospective. J'aimerais qu'on commence avec ce qu'on pourrait appeler la base, la première question. Quels sont les objectifs principaux du FMI en Afrique? On va commencer le débat comme ça. Oui, très bien. Donc le FMI, institution internationale, pour rappeler, c'est par abréviation, il désigne le Fonds monétaire international. Oui. Donc c'est une institution monétaire internationale créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui a deux objectifs principaux. Un, veiller à réunir les moyens nécessaires à un commerce international propice, donc de mettre les instruments et les moyens financiers à la disposition des différents acteurs, États ou agents économiques, qui permettent donc à la hauteur des volumes des transactions au niveau international. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est très important, donc ce n'est pas uniquement le financement, veiller à ce que l'équilibre soit assuré entre ces moyens de paiement et les volumes créés dans l'économie réelle. Donc, c'est un rôle de bailleur de fonds, mais pas que. Donc, ce n'est pas une banque uniquement. Elle a des objectifs à ce que les règles d'orthodoxie, d'équilibre en termes de balance de paiement soient respectées. Alors justement, cette semaine, beaucoup de pays ont bénéficié des aides du FMI. La Gambie a obtenu 100 millions de dollars du FMI pour soutenir son économie. Et puis le Sénégal aussi a signé un décaissement de plus de 200 millions de dollars. Donc comment le FMI fait-il pour évaluer les besoins économiques des pays africains ? Oui, donc pour que les choses soient claires et pour expliquer de manière pédagogique la chose, donc le FMI n'est pas une banque uniquement. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire du bénéfice, point barre. Donc il a un rôle de supervision et un rôle de facilitation. Et je préfère parler de financement au lieu d'aide, parce que ce n'est pas aussi une maison de charité, donc il n'est pas là pour aider. Mais ce mot « aide » trouve son origine par le fait que, dans la quasi-totalité des cas, les pays frappent à la porte du FMI quand ils ont des problèmes de financement.
quand ils sont étranglés et quand ils sont dans des situations de pratiquement cessation de paiement. Ça veut dire quoi, une cessation de paiement? Ça veut dire qu'un pays n'a plus de moyens de paiement pour financer ses importations. Donc, quand on ne peut pas financer ses importations ou rembourser sa dette... On toque à la porte du FMI. Et quand on est dans une situation de détresse, on a cette impression que c'est une aide. Parce que, effectivement, le FMI, en octroyant des financements, il peut être plus ou moins indulgent à une certaine limite. Donc, accorder des facilités de paiement, donc première batterie de financement accordée, pour venir à la rescousse d'une balance de paiement déficitaire et en but de capacité de financer les importations. Facilités de paiement qui sont, par contre, suivies par d'autres financements. C'est des financements ciblés pour régler des problèmes économiques bien précis. Cela est subordonné à des conditionnalités, bien sûr, on en parlera. Et de l'autre côté, il faut aussi dire une chose, que l'acceptation par le FMI de financer une économie est un élément important pour les créanciers privés. Ça veut dire pour les banques qui financent au niveau international. Exactement. Donc le FMI constitue une caution. Le fait qu'un pays soit en bon terme, donc, ou plus ou moins bien noté, ou qu'il y a un pays qui a négocié préalablement avant de s'adresser aux banques privées pour obtenir le financement et qui a reçu l'aval du FMI, ça constitue une caution auprès des banques privées. Pour dire quelle est l'importance du FMI, quelle est l'importance du Club de Paris dans ce processus qui est important pour apporter cet appoint financier nécessaire pour les économies, et deuxièmement, pour les aider, entre guillemets, à adopter les politiques. C'est les avantages du programme du FMI, c'est ça? C'est la manière de faire du FMI. Le FMI opère de la sorte. Mais si on parle des avantages, par exemple. Bon, des avantages, c'est d'apporter des financements et d'apporter du conseil et de l'assistance à la mise en place de politiques de stabilisation et d'ajustement structurel. Ce n'est pas des aides. Donc c'est un peu le côté positif de la chose, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif, c'est-à-dire l'endettement. Bien sûr. Le FMI a sa doctrine qui est libérale. Le FMI ne s'invite pas chez les pays, pour que les choses soient claires. Au-delà d'un aspect démagogique qui est souvent entretenu, le FMI est un instrument qui a une doctrine libérale, capitaliste. D'accord? Donc, qui est basée sur une orthodoxie, donc à ce que la dépense publique soit faite de manière rigoureuse et à ce que l'économie soit gérée par les instruments du marché. Le minimum d'intervention de l'État. Ça, c'est le FMI. Donc, c'est une logique et c'est une doctrine libérale qui vise et qui se base sur cette doctrine en considérant quel est le meilleur moyen d'assurer le meilleur équilibre et d'accroître de la production au niveau des pays et de là d'accroître la production et la productivité au niveau mondial. Alors, vous m'avez dit que le FMI peut assister, enfin, il a ce travail aussi, l'assistance, l'encadrement. Comment ces programmes-là du Fonds monétaire international peuvent-ils influencer les politiques économiques des pays africains? Oui, donc quand un pays africain, par exemple, ou n'importe quel pays, frappe au portes du FMI, donc il y a une mission d'audit diligentée par les experts, par le FMI, donc par l'intermédiaire de ces experts, pour faire la lumière sur la situation économique du pays et l'origine des déséquilibres. Parce que on a dit que dans la majorité des cas, quand on frappe du FMI, c'est qu'on est en situation de quasi-situation de paiement. Ça veut dire que l'économie d'un pays est malade. Elle n'arrive pas à procurer les moyens de paiement qui permettent de financer les importations et
de permettre à la population de disposer d'une production suffisante par rapport à une demande interne. Donc, la première mission, c'est de dire quel est le problème. À partir de là, donc c'est des rounds de négociation avec les autorités du pays pour dire « Ok, on va vous accorder de l'argent, mais il faut que cet argent aille pour régler les problèmes et non pas pour continuer à financer les mêmes déséquilibres. Éco-Sahel. Rétrospective. Aujourd'hui, nous parlerons de l'économie de la connaissance en Afrique et le rôle crucial de cette économie dans la diversification économique du continent. Comment cette transition vers une économie axée sur la croissance, enfin sur la connaissance, pourrait-elle remodeler le paysage économique africain et favoriser le développement durable? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel. Bonjour. Et Mzoura Al-Hayani, chef d'entreprise aussi. Bonjour, Mzoura. Bonjour, Malek. Alors, je le disais, l'économie de la connaissance, mais faut-il, pour commencer, définir cette économie de la connaissance, Mahfoud Kaoubi? Bon, pour dire très simple, l'économie de la connaissance est liée directement avec l'innovation de manière générale. Ce n'est pas uniquement avec les technologies de l'information qu'on retrouvera la technologie de la connaissance, mais c'est toute innovation qui permet donc de faire différemment, de produire différemment, de régler certains processus différemment, et donc de simplifier et de donner un plus en matière de valeur ajoutée qui améliorera certainement la compétitivité, que ce soit d'un processus de production ou d'échange, ou dans la commercialisation. Alors, en quoi diffère-t-elle des autres modèles économiques traditionnels? Le modèle économique l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, il est basé sur l'exposé d'un business model, donc qui prend en considération l'idée telle qu'elle est conçue et de la présenter dans un modèle commercial qui met en évidence tout l'aspect innovation qui est différent et qui viendra rajouter un plus à un processus. Et c'est dans ce sens que l'économie de la connaissance, ou en matière de diffère, est plus enrichissante que les anciens modèles classiques. Samuel, comment vous voyez l'économie de la connaissance? C'est une très belle question. Sur ça même, en se basant sur la définition de l'économie de la connaissance, comme M. Kaoubi vient de le dire, nous voyons que ça joue un rôle important dans le savoir et surtout sur l'information, tout ce qui constitue la productivité et la croissance économique. Maintenant, comment on le voit? Moi, comment je le vois en tant que jeune entrepreneur? Je me basais sur une des questions que j'ai eues il n'y a pas longtemps avec certains de mes camarades de différentes nationalités, où on s'est basé en disant, regardons nos économies, parce que moi j'aime les dire, c'est la crème de la crème. Ils ont été choisis de par leur pays, ils ont eu les bourses, ils sont venus en Algérie, ils ont terminé, parce que la plupart maintenant ils ont terminé, ils veulent rentrer. La question était, avec tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez, comment vous allez contribuer à travers les différents pays. Et une des questions qui me fait peur et qui me touche à cœur, que j'aimerais partager, c'est là où ils te disent la question. En Afrique, c'est là où l'importance de l'économie de la connaissance en Afrique. En Afrique, on te pose la première question. Tu connais qui? Tu es de qui t'a permis à ce que tu puisses arriver à ce décret, et qui t'a envoyé? C'est-à-dire que moi, j'aimerais revenir sur ça en disant, nous devons nous tourner vers cette connaissance, cette économie de la connaissance, parce que, comme on a parlé, c'est à travers l'innovation, c'est-à-dire que c'est à travers la jeunesse qui est là, les gens avec qui, la main d'œuvre qui est là, qu'on a mis, on a investi dedans, on a mis tant de choses dedans, qui doivent apporter de nouvelles situations, parce que vous savez, ils ont un nouvel regard sur la chose. Cette nouvelle regard, c'est pour simplifier les choses, comme M. Kaoubi a pu le dire, simplifier, mais aussi améliorer pour que les choses puissent se passer rapidement. Mais en Afrique, comme je venais de dire en disant, l'une des questions, à chaque fois qu'ils te posent en disant, la première des questions qu'on sert la plupart dans nos pays en Afrique, on va te poser la question, on dit, qui t'a envoyé? On regarde pas l'apport que tu vas apporter, mais c'est qui t'a envoyé.
tu es de qui, tu es de quelle ethnie, tu es de quelle région. Ça montre le problème qui est là. C'est-à-dire que à travers l'économie de la connaissance, je vois que Mesora est en train de rigoler en disant toi tu as contourné la question, mais j'ai contourné la question. Aussi sa réponse, j'ai contourné la question parce que ça m'a c'est parce que ça m'a touché à cœur, parce que ça m'a rappelé il n'y a pas longtemps cette discussion qui était là en parlant de l'économie de la connaissance qui est à la base de tout développement actuellement dans tous les différents continents. Ça m'a touché, je voulais partager ça. Si je dois rajouter quelque chose à cela, c'est aussi surtout l'importance qu'elle apporte l'économie de la connaissance, comme il a parlé M. Kaoubit tout à l'heure, surtout par rapport à différente de l'économie basique, surtout que l'économie de la connaissance, quand on la partage, ça rapporte un plus parce que la connaissance c'est infini, mais comme l'économie basique ça repose surtout sur la matière première et sur tout ce qu'il a parlé Samuel par rapport au rapport humain et tout ça, oui, la main d'œuvre, etc. Donc ça rapporte un peu plus pour la nation. Éco-Sahel. Rétrospective. Le Sahel, une terre de contraste, une terre confrontée à des défis alimentaires complexes. De la Mauritanie au Tchad, la sécurité alimentaire est plus qu'une simple préoccupation. C'est un impératif, un fil délicat qui relie les aspirations de communautés entières à des ressources limitées et à l'influence changeante du climat. Comment les fluctuations économiques affectent-elles la disponibilité des ressources alimentaires dans la région? Quels sont les enjeux de la sécurité alimentaire au Sahel? La question est désormais ouverte et pour répondre justement à cette question et à d'autres, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous Samuel. Bonjour Malek. Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise aussi. Bien le bonjour à vous Mzoura Al-Hiani. Bonjour Malek. Alors, je le disais, la sécurité alimentaire, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mahfoud Kaoubi, quels sont les principaux facteurs climatiques qui impactent la sécurité alimentaire au Sahel? Bon, il faudra dire que cette question de sécurité alimentaire se pose sous deux angles principaux. Un, l'accès, et deux, la disponibilité. Maintenant, vous posez la question des conditions climatiques ou de la situation climatique qui affecte cette sécurité. Il faut juste rappeler que la situation naît depuis quelques années à partir du dérèglement climatique et compromet sérieusement cette question de sécurité alimentaire, plus particulièrement en Afrique. Si on prend en considération la structure de la production agricole principalement, dépendant en grande partie des conditions climatiques, et si on considère les événements climatiques récurrents de plus en plus, qui sont à l'origine d'inondations, qui sont à l'origine de sécheresse d'autre part, je dirais que les conditions climatiques ont une relation directe qui affecte cette sécurité et qui malheureusement ne se présente pas sous de bonnes situations depuis quelques instants. Depuis quelques années. D'où la nécessité de prendre en considération et de mettre en place des stratégies pour limiter de ces effets négatifs et de rééquilibrer la stratégie de sécurité alimentaire pour les pays africains. Alors, pour compléter sur ce que M. Kaoubi était en train de dire, on peut parler aussi de la variation des précipitations. On remarque qu'actuellement, il y a aussi des variations de précipitations. On peut parler de ce qu'on se disait l'autre jour. C'est ce qui cause la sécheresse dans la région. Oui. On parlait l'autre jour de la Kabylie et on se disait zitoun. On regardait la production. La Kabylie est une région en Algérie, pour nos chers auditeurs. Oui. On parlait pour sa production d'huile d'olive, zitoun. C'est pour ça me fait rire parce qu'elle sait déjà que moi j'ai un problème avec les olives, mais on remarque que cette année il n'y a pas eu assez de précipitations pour qu'il y ait une production qui est assez on peut dire florissante, parce que ils étaient habitués à voir des olives d'une bonne qualité, etc. Mais vu avec les difficultés des précipitations qui s'est passé cette année, on remarque que c'est presque comment on peut dire ça, on peut qualifier que c'est comme si c'est des graines actuellement. Donc on peut regarder aussi sur le côté des précipitations, variation des précipitations et des températures qui sont toujours élevées, donc on peut voir que ça qui provoque aussi des incendies, hein. Ouais, exactement. Surtout on a remarqué qu'il y a eu des incendies. Malheureusement, on peut remarquer que les changements climatiques sont en train, oui, surtout.
Mais on peut aussi dire que, vu l'impact que ça a apporté, mais il y a toujours eu de changements. Mais aussi remercier aussi le gouvernement qui a su s'adapter à la situation et clarifier les choses pour que les gens ça puisse pas toucher d'autres régions ou que ça puisse pas continuer. Donc je voulais ajouter ça parce que les idées tournent, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et à côté de ça aussi, il y a l'instabilité politique aussi. Ça affecte beaucoup. Au Sahel, oui. Oui, ça affecte surtout qu'il y a souvent des déplacements de la population, donc ils savent pas quoi faire par rapport à cela. Et c'est un problème majeur aussi, l'instabilité. C'est là où on peut relever la question de l'importance de l'éducation et de la technologie aussi en Afrique. Parce que c'est important. Si on met des bases solides par rapport aux pratiques durables et comment s'adapter aux différents problèmes ou défis qu'on rencontre tous les jours, là on peut soulever toutes ces questions et trouver une solution. Voilà, trouver une solution, il faut travailler pour trouver des solutions. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je tiens aussi à remercier nos chers invités, Mahfouz Kaoubi, Samuel Akizimana et Mzhoura Lahiani. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.